Maurienne, le cœur de la Maurienne, où justement Vivre et Agir en Maurienne vit depuis 2013 avec la fusion de deux associations qui s'appellent Vivre en Maurienne et Réagir. Réagir était né justement après l'accident du tunnel du Mont Blanc le 24 mars 1999. Et nous, on avait créé avec un ami, on a créé Réagir le 15 avril 1999. Et tout de suite, on a travaillé aussi avec Annie sur les problèmes environnementaux et sur les problèmes justement de transit de poids lourds et sur le fait qu'il y ait de la pollution énormément dans la vallée. Et on a pris contact après très vite avec la RSMD. Et on a compris que le problème de la Maurienne n'était pas qu'un problème de la Maurienne, mais un problème bien des vallées alpines. Et que la pollution, elle n'avait pas de frontières. Voilà. Donc, Philippe Delorme, je suis le coprésident avec Annie Colombet. Voilà. Alors peut-être, je ne sais pas si pour parler, est-ce que tout le monde accepte que celui qui parle peut peut-être enlever le masque, comme ça permettra peut-être d'être plus audible. Hein, ça vous convient? Volontiers, oui. Voilà. Ben, je vous laisse vous présenter chacun. Vas-y, passe la parole. Alors, je ne sais pas, Annie déjà peut-être. Donc Annie Colombet, donc je suis coprésidente de Vivre et Agir en Maurienne. Et donc Vivre en Maurienne est une très très vieille association puisqu'elle date de 1978. Voilà. Donc on a beaucoup d'ancienneté et depuis 1978 on gère un très très grand nombre de problèmes. Et donc en cours de route on a dû gérer la crise de l'afflux des camions en Maurienne suite à l'incendie du tunnel du Mont Blanc. Jean-Marie? Oui, alors moi c'est Jean-Marie Hubert, et je suis des Amis de la Terre 74 et je représente ici aussi les Amis de la Terre 73. Donc les Amis de la Terre, grosse structure nationale, avec beaucoup de campagnes, de projets et d'actions, dont celle qui a permis la saisie du Conseil d'État, dont on parlera tout à l'heure. Donc moi je m'appelle Daniel Ibanez et j'habite un petit peu plus bas en direction de Chambéry et je suis ici parce que je suis celui qui a initié la première procédure dans l'affaire du FD Pitma en 2017 devant le Conseil d'État qui a renvoyé en fait sur la juridiction administrative du tribunal administratif de Paris et qui a été ensuite reprise par Xavier Lafin à Chamonix. Belle transition. Voilà, donc moi je m'appelle François-Xavier Lafin, je suis élu à la commune de Chamonix-Mont-Blanc et élu à la communauté de communes. C'est vrai que le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, on l'a identifié dès 2019 et quand on s'est intéressé dans le cadre de notre campagne municipale un petit peu les problèmes environnementaux, les problèmes de santé publique, les problèmes de transport, les problèmes de flux pendulaires, les problèmes de tourisme en général. Et on a eu la chance de rencontrer Daniel Ibanez, on a eu la chance de pouvoir partager certains éléments dans le cadre des procédures qui ont été initiées tant par la ville de Grenoble que par Daniel Ibanez. Et puis du coup on s'est dit on ne peut pas continuer à attendre de nos politiques plus longtemps. On est quand même sur des délais on parle de 20 ans d'inaction, on parle de 10 ans de détournement. Donc du coup, on a ressaisi le sujet et puis on a déposé le 18 novembre une nouvelle requête devant le tribunal administratif de Paris visant à annuler la convention tripartite qui organise le hold-up, on va dire, du FD Pitma. Donc moi je suis Stéphane Robin, je suis maire de la commune de La Chapelle. Alors, je suis arrivé en Maurienne en 2017, donc petit nouveau de l'étape si je puis dire, et donc élu maire en 2020. Être maire d'une petite commune, c'est avoir les mêmes ennuis que les grosses, avec les moyens en moins pour pouvoir les résoudre. Donc sur certaines problématiques, j'avais lancé quelques bouteilles à la mer en arrivant en début de mandat et ça m'a permis de rencontrer Daniel Ibanez qui a recueilli une de mes bouteilles.
Je suis membre d'aucune association présente ici, que je respecte par ailleurs. Ça ne veut pas dire que je partage tous les combats qui sont les vôtres. Je suis membre d'aucun syndicat, je suis membre d'aucun parti politique et je ne suis candidat à rien, si ce n'est aspirer à vivre correctement dans cette belle vallée dans laquelle j'ai élu domicile et dans laquelle j'ai plaisir en tout cas à y vivre. Donc voilà un petit peu l'objectif qui est le mien, modestement, dans un petit village de 330 habitants. En fait, si je puis dire, mon parti, c'est celui des chapelains, quoi. Donc, c'est au moins de défendre leur intérêt. Parce que quand on observera peut-être la Maurienne, mais ce sera peut-être évoqué tout à l'heure, quand vous passez à la chapelle, on n'est pas dans certaines configurations de la vallée de la Maurienne, mais globalement, quand vous êtes au pied du chef-lieu, eh bien, il y a juste la place pour l'arc, la départementale 1006 et l'autoroute. Donc, on est véritablement parmi un des sites les plus enclavés à cet endroit-là, en tout cas. Donc c'est vrai que l'idée de voir le report du trafic routier du Mont Blanc sur le Fréjus est évidemment quelque chose qui nous inquiète légitimement. Quand on sait ce qui se passe dans la vallée de l'Arve, j'y voyais moi en tout cas une tragédie annoncée. Donc en échangeant avec Daniel Ibanez et puis avec d'autres ici, je pense que l'intérêt à un moment, que ce soit transpartisan, c'est qu'il y ait une addition finalement de prise de parole, que tout le monde s'exprime en même temps, je ne sais pas si c'est pertinent ou pas, mais en tout cas qu'il y ait une addition de préoccupations comme ça, et de manière à ce que petit à petit les gens comprennent que la coupe est pleine dans la vallée de la Maurienne en tout cas, et que l'idée de saisir le Conseil d'État, qui sera peut-être l'idée finale, en tout cas moi me séduit assez sur la question de ce tube de sécurité qui a été transformé en tube de circulation générale, mais vous allez revenir plus en détail que moi et vous connaissez mieux le sujet que moi. Mais c'est évidemment un sujet sur lequel il faudra pouvoir intervenir. Voilà. Pour une présentation courte. Je vous laisse Oui, je commence un petit peu. Oui, d'accord. Donc, comme tout le monde sait, ici, on sait que Chamonix est au bout d'une vallée qui est traversée par deux axes routiers qui sont internationaux et puis dont l'un débouche sur le tunnel du Mont Blanc. Donc, sujet qui est éminemment important pour la vallée, avec des flux non seulement de marchandises, mais des flux touristiques. Donc, deux mots de contexte et d'historique un petit peu sur ce qui nous a amené sur ce sujet qui est le FDPITMAP. On a assez vite décortiqué le sujet et compris que dès 2002, on a eu des politiques qui étaient quand même assez conscients d'un problème existant, d'un problème qui allait peut-être devenir un problème de santé publique, puisque la problématique a été posée assez rapidement de dire le trafic routier génère de la pollution dégrade la qualité de l'air va aboutir sur un problème de santé publique. 2002, les politiques prennent conscience de ça et mettent en place de façon législative et de façon assez complète, avec un conseil d'administration, avec des associés, avec un financement, ce qu'on a l'habitude maintenant entre nous d'appeler le FDPITMA, donc le Fonds pour le développement d'une politique intermodale dans les massifs alpins, des transports dans les massifs alpins. Appelons-le le FDPITMA entre nous, ce sera plus simple. Et puis, on y va. 2002, les bases sont posées, le sujet est cerné, la préoccupation est là. 2002, 2012, 2011 exactement, rien ne se fait. 2011, on retombe dans des problèmes qui sont, je dirais, malheureusement récurrents, où on prend conscience qu'on a un vrai modèle économique toxique, mais malheureusement, on va donner la priorité aux équilibres économiques. Et comment ça se traduit? Ça se traduit de la façon suivante, où on s'aperçoit que la société française du tunnel du Fréjus doit être capitalisée, qu'on a une obligation je dirais, financière et comptable, et je dirais de finances publiques. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Finalement, les fonds qui étaient prévus pour développer une politique intermodale des transports dans les massifs alpins, on va finalement les utiliser non plus du tout à cet objectif vertueux, mais plutôt à un objectif économique et toxique, comme je le dis, pour recapitaliser la société française du tunnel du Fréjus. Donc on a un détournement de ces fonds et de leur objectif principal vers une solution qui n'est pas du tout satisfaisante ni pour les habitants de la vallée de l'Arve, ni pour les habitants de la vallée de la Maurienne. Donc on fait ce constat-là et on s'aperçoit finalement que depuis 2002 à 2012, rien ne se passe. En 2012, on doit
participer à la recapitalisation de la société du tunnel Fréjus. Donc du coup, on signe une convention qui détourne les fonds qui devaient abonder le FDPITMA d'une politique intermodale vers une politique économique. Et ça, depuis 2012 jusqu'à 2022, on est en moyenne sur un montant de 20 millions d'euros par an, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est grosso modo à 200 millions déjà d'euros. Et si la convention qu'on a attaquée va jusqu'à son terme, c'est-à-dire en 2050, le butin s'élèvera probablement à 760 millions d'euros. Alors, ce qui est rageant, c'est que finalement, on se retrouve dans une situation où on privilégie le monde économique au détriment de la santé publique, alors qu'on a déjà vécu en France des situations similaires dans beaucoup d'autres endroits. On sait les conséquences, on connaît les résultats, on connaît l'incidence que ça a sur la vie des habitants, mais on continue à aller dans le mur. On continue à ne pas prendre les décisions qui seraient nécessaires pour faire cette évolution. Donc voilà, nous, le constat qu'on a fait. Et une fois qu'on a fait ce constat-là, on a dit qu'est-ce qui peut nous amener ou nous permettre d'envisager une évolution. On a discuté avec Daniel Ibanez, qui nous a fait part de tous les éléments qu'il avait recueillis, la procédure qu'il avait engagée, la procédure juridique. On a pris contact avec la mairie de Grenoble, qui avait, elle, de son côté, engagé également une procédure au pénal. Et puis, on a essayé de bénéficier de tout ce travail qui avait été effectué, des derniers éléments qu'on avait pu recueillir, peut-être éviter certains écueils. Et on a donc, le 18 novembre, redéposé cette fois-ci une requête en annulation de cette convention qui organise cette fuite des capitaux, déposée devant le tribunal administratif de Paris, après avoir bien évidemment attiré l'attention de tous nos politiques, qu'ils soient locaux, qu'ils soient dans les ministères, puisqu'on a attiré l'attention de notre maire. Ça a donné lieu à une motion dans un conseil municipal, donc autant dire c'était pour nous endormir. On a attiré l'attention des ministres en place en leur disant il y a un vrai problème de légalité de cette convention. On a enfin attiré l'attention pour purger les délais de recours gracieux de la présidente du FDPITMA en disant votre convention est illégale. Alors, deux mots techniques, elle est illégale pour nous sur 3 points. Le premier point, c'est que, vous savez, dans le cadre des lois de finances, on doit avoir une universalité du budget de l'État. Et cette convention déroge à cette universalité, point sur lequel on conteste la validité de la convention. Deuxième point, on a un non-respect des articles 1512 et suivants du Code des transports qui définissaient et qui organisaient le FDPITMA, qui ne sont pas respectés. Et troisième point, on a un non-respect des articles 107 à 109 du traité de fonctionnement de l'Union européenne qui interdit les subventions dans notre cadre. Donc voilà les 3 points, pour être rapide sur la technique, sur lesquels on base notre procédure devant le tribunal administratif. Donc voilà un petit peu le constat. Ensuite, très rapidement, nous, ce qui nous agace en qualité d'élus et en qualité à la fois d'habitants de la vallée de l'Arve, mais je pense qu'on partage largement ce sentiment, c'est que le constat, il est fait depuis des années. Nous, on a constamment des élus qui montent un petit peu dans la vallée, et puis qui regardent le bas de la vallée, et puis qui voient cette espèce de petit nuage bleu un peu gris, et puis qui disent « Ah, c'est pas terrible aujourd'hui. Hein. On est encore dans un pic de pollution. Ah. » Et puis en dessous, on a des gens qui sont malades, des gens qui toussent, la circulation qui continue, des enfants qui ne peuvent même pas, selon le niveau de pollution, aller dans la cour d'école. C'est-à-dire que dans notre vallée, il faut savoir que selon le degré de pollution qu'on a, soit les enfants restent confinés dans leur salle de classe, soit les enfants vont dans la cour d'école, soit les enfants peuvent faire du sport. Donc on en est quand même à des mesures qui sont quand même assez difficiles à comprendre pour des enfants et à admettre pour des élus. Et nos élus sont là, et finalement on fait un constat, et puis on passe à autre chose, comme Rantanplan, on l'a oublié aussitôt, notre constat, on passe à autre chose, et puis on verra bien ce qui adviendra. 20 ans que ça dure. Nos députés, on sait qu'on a un problème majeur chez nous, c'est qu'on n'a pas de texte législatif qui nous détermine les critères à partir desquels la pollution, les particules fines, les particules ultra fines, quand on les a quantifiées,
Nous n'avons pas de texte qui dit à partir de tel seuil, telle chose doit être engagée, telle mesure doit être prise. On est toujours sur les recommandations de l'OMS qui chez nous n'ont aucune valeur législative. Donc il faudrait qu'on ait des députés qui puissent prendre le sujet en disant il faut qu'on porte une loi, une proposition de loi devant l'Assemblée nationale sur ce sujet-là. On a l'État, alors oui, on a des services d'État qui organisent le PPA1, le PPA2, etc. Et trop souvent, quand ils sont en vigueur, ils sont déjà obsolètes et largement dépassés. C'est un peu dommage. L'État, dans sa grande ligne, aujourd'hui, on sait que l'État français a été condamné pour inaction non mise en... Alors comment exactement? Inaction climatique. Voilà, c'est ça. Insuffisance sur les actions prises pour faire améliorer les conditions. Mais il est condamné, mais bizarrement, notre vallée de l'Arve n'est pas concernée par cette condamnation. Donc, ce qui est rageant pour nous, c'est cette inaction. Parce qu'on devrait avoir des politiques qui montent au créneau ensemble et puis qui disent ça suffit maintenant. Il faut que l'argent qui était prévu pour améliorer la qualité de vie des gens qui subissent les trafics routiers aille maintenant vraiment là où il devait aller. Donc, ce qui est en plus un peu regrettable de notre point de vue, c'est qu'on a les analyses scientifiques, on a les idées, on a les moyens, et en fait on ne fait rien, on reste les bras croisés. Donc, nous, dans la vallée de Chamonix, et je vous remercie de nous avoir invités aujourd'hui, on a engagé cette procédure, et franchement, on appelle les habitants, les élus, les associations à rejoindre notre procédure de façon à lui donner la force, la puissance et l'écho qu'elle mérite, parce que on est en train de parler quand même d'un sujet qui est essentiel, c'est la santé publique. Donc on est au-delà de toutes les postures politiques, on est sur un sujet majeur où des gens sont malades et il faut faire en sorte qu'ils soient moins malades et on a les moyens. Donc voilà, merci de m'avoir invité à votre conférence de presse. On en est maintenant à la 3e, je crois qu'on aura géographiquement et entendu à peu près toutes les personnes qui ont à un moment donné été acteurs sur ces différentes procédures. On espère que l'une ou toutes celles qui sont engagées porteront leurs fruits. Et puis voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci en tout cas d'être là, parce que c'est vrai que ça montre aussi que encore une fois, ça montre aussi que les vallées ont les mêmes soucis, les mêmes cocktails de problèmes et de pollution, et que c'est ensemble en fait on pourra vraiment essayer de les résoudre. Alors peut-être que peut-être un mot là pour réagir. Vous êtes rentré, il y a des détails techniques, et je trouve que c'est super, parce que... trop. Non, mais c'est très très bien, parce que ça prouve que les choses sont faites sérieusement aussi. Et je crois que, en tout cas, les habitants de nos vallées méritent ça, ce travail-là. Moi, je trouve qu'on ne vit pas assez de nos expériences, en tout cas. Et sans remonter très très loin, enfin, je lisais encore hier un rapport de l'ONU. L'ONU, c'est quand même pas un organisme tout à fait farfelu, qui disait que la pollution dans le monde tue plus, par exemple, que le Covid en ce moment. Bon, dont acte. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Je me souviens que l'édito que j'avais fait sur le bulletin municipal en 2021, j'avais dit 2021, le monde d'après Covid. Et en fait, on se rend compte que on ne tient absolument pas compte du passé. On est dans une crise sanitaire, dans une crise climatique, une crise environnementale, crise écologique, crise alimentaire, bientôt crise économique. On se rend compte finalement, et c'est pas une posture politique, on se rend compte finalement que toutes ces crises ont une origine commune, celle que vous évoquiez sur la recherche d'un modèle économique marchant tous azimuts, sans finalement regarder ce qui appartient à la solution et ce qui appartient au problème. Et là, aujourd'hui, alors vous en êtes à la 3e conférence de presse. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'effectivement, petit à petit, les gens prennent conscience de ces problématiques-là, parce que le petit nuage bleu-rose, comme vous l'évoquiez, dans la vallée de l'Arve, il existe déjà parfois en Maurienne, quand on monte là, au-dessus de par chez moi, dans la Lausière. Mais demain, qu'est-ce que ça va être, quoi? Donc, oui, il faut vraiment qu'on s'inquiète sur ces questions-là, quoi. Et qu'on agisse. Oui, oui. C'est là, juste pour revenir sur le rapport de l'ONU, et c'est vrai que nous, ce qui nous a quand même assez sensibilisés, c'est que la Cour des comptes, par son premier président, Didier Migaud, je pense que c'est quelqu'un dont on ne peut pas contester le sérieux, fait en 2019 un rapport, une requête dans le cadre de la Cour des comptes, qui souligne tous les dysfonctionnements du FD Pitma. Je vous en ai réservé une copie.
Et à la suite de ça, aucune action. Donc on connaît, le constat il est là, et c'est tout à fait ce que vous dites, c'est on constate, et derrière, qu'est-ce qu'on fait? Et on reste un petit peu comme ça. Peut-être que Jean-Marie, tu pourrais nous éclairer sur justement une autre action engagée par les Amis de la Terre. Alors, je prends une petite note sur les Amis de la Terre, c'est une association environnementale. Et donc, actuellement, ce qui nous concerne particulièrement, c'est en urgence absolue, c'est le dérèglement climatique, qui a plusieurs causes. Hein. Et donc, on parlait des gaz à effet de serre et des pollutions. Les deux sont reliés, dont le transport. On peut parler des pesticides, on peut parler du nucléaire, on peut parler de l'alimentation. Enfin, il y a plein d'endroits où on a du travail. Et je vais me baser là sur une étude récente de 2021, au départ, qui est l'enquête de Santé publique France, qui a été faite de façon assez conséquente sur Auvergne-Rhône-Alpes. Ils ont pris cette région et ils ont analysé les problématiques de la qualité de l'air. Et alors, ça donne en gros des tableaux qui sont comme ceci. Dans les particules 2,5, le Rhône arrive en tête, suivi de l'Isère et la Haute-Savoie au même niveau, et la Savoie ensuite. En ce qui concerne les NOx, donc les dioxydes d'azote, on a le Rhône, la Haute-Savoie, l'Isère et la Savoie, dans l'ordre. Hein. Pour l'ozone, c'est un peu particulier, puisqu'il y a l'Ardèche, la Drôme, le Cantal et l'Isère. Donc ce n'est pas du tout les mêmes types de pollution et les mêmes problématiques. Mais les trois existent et fortes. Donc on peut faire un petit concours comme ça. Et l'Auvergne-Rhône-Alpes, ça concerne à peu près 4300 personnes avec des décès prématurés sur Rhône-Alpes. Et pour les NOx, c'est à peu près 2000 personnes aussi en décès prématurés. On pourrait dire, en gros, c'est le Rhône qui est vraiment impacté. Ensuite, il y a l'Isère, la Haute-Savoie. Et après, il y a aussi la Savoie et tout ça. Mais ça donne un ordre d'idée des choses. Et la problématique, c'est donc effectivement, vu ce qui va se passer avec la fermeture du tunnel du Mont-Blanc, qui va gagner le concours? Et je pense que la Maurienne est bien placée pour faire une médaille, remporter tous les prix. Là, hein. Elle sera sur le podium tout le temps. Donc voilà, ça c'est donc un problème qui nous préoccupe beaucoup. Mais pour revenir à l'État, il y a donc cette problématique qui était portée alors, au départ par les Amis de la Terre. Et c'est pour ça que les Amis de la Terre ont bénéficié d'une part non négligeable de l'amende qui était posée par le Conseil d'État. Et cette action a été menée donc parce que l'État ne fait pas son travail par rapport aux objectifs qu'il lui-même avait posés. Donc voilà, c'est défini. Donc le Conseil d'État a bien dit au départ, on vous donne, on remarque que sur les grandes régions, sur les plans de protection de l'atmosphère, il n'y en a pas assez, il n'y en a pas c'est pas conséquent, vous êtes à côté de l'objectif, mais on vous donne quand même un peu de temps pour remettre ça en place. En fait, ça ne s'est pas passé comme ça, donc au bout de 6 mois et plus, parce qu'il y aura après deuxième fois 6 mois pour que la décision se prenne, mais le Conseil d'État, au bout du compte, a validé une amende, donc en 2021. Et là, l'amende, c'est 10 millions d'euros et qui sont répartis, je ne vous donne pas le détail vraiment, mais si je peux l'avoir là, il y a les ADF en premier, donc les Amis de la Terre France, avec 100 000 euros, il y a l'ADEME, 3,3 millions, le Centre d'études d'expertise environnement et mobilité, CEREMA, il y a l'ANSES, donc INERIS, Institut national du développement industriel et des risques, Airparif, etc. Et il y a Atmo Auvergne, Atmo Occitanie, Atmo Sud, qui ont reçu des subventions, enfin qui ont reçu des valides. Alors ce que m'avait fait remarquer Daniel, c'est que de toute façon,
il y a beaucoup de ces groupes, ces associations, en fait, groupements ou organismes, on va chercher le mot organisme, sont des gens qui reçoivent des subventions de l'État. Donc l'État va payer des amendes, mais ils peuvent se récupérer sur les subventions qu'ils donnent. Je veux dire, pour eux, ce n'est pas automatiquement un vrai déficit. Hein, c'est des arrangements après, bon, ils vont se débrouiller. Par contre, pour les amis de la Terre, ouais, ça c'est sûr que c'est 100 000 euros à récupérer. Et peut-être bien récupérer encore dans quelques mois s'ils considèrent qu'effectivement, tout n'a pas été fait comme il fallait. Alors la particularité de la Haute-Savoie, c'est qu'effectivement, il y a le Conseil d'État n'a pas pris en compte la vallée de l'Arve parce qu'il y a un PPA 2e, qui est en cours et donc il considère que les choses peuvent être réglées à travers ce PPA. La réalité, c'est que non, parce que, on va dire, le Covid a bon dos, mais le PPA n'avance pas du tout. Plan de prévention de l'air. Oui, plan de prévention de l'atmosphère. De l'atmosphère, oui. Et donc, ça n'avance pas. Le minimum que devrait faire la préfecture, c'est qu'ils doivent au moins une fois par an faire un bilan de situation et diffuser ça à tout le monde, je veux dire en public, aux gens de la vallée de l'Arve, etc. Ils ne le font pas. C'est pas fait. Donc, on ne sait pas ce qui se passe. Petite information, il y a eu une réunion de la préfecture donc à Bonneville, dernièrement. Nous y étions, nous les Amis de la Terre et d'autres, évidemment, d'organisation de la vallée de l'Arve. Et en fait, il pleuvait, on attendait tranquillement. Mais quand le préfet est sorti et les autres participants, le préfet a quand même accepté de rester un peu au bas des escaliers à écouter le discours, enfin la présentation qu'on voulait lui faire. Puis à un moment donné, ça l'a agacé, il est parti. Bon, il restait quoi, 2 minutes à la discussion, pendant que le gars était sur le micro, qu'on faisait notre exposé, il est parti. Donc je veux dire, il y a même comme ça, physiquement, je veux dire, on parlait du fond et de la forme tout à l'heure, ici, voilà, c'est impressionnant quoi. Donc c'est vraiment négligé, complètement en dehors du coup. Alors, on se pose bien des questions, donc qu'est-ce qu'il faudrait pour améliorer tout ça? Évidemment, c'est le report modal. Les pollutions viennent beaucoup du transport. Alors après, il y a le chauffage au bois, il y a plein de choses, mais le transport, c'est quand même majeur, et c'est ce qui nous inquiète aujourd'hui. Et ce report modal, il y a plusieurs façons de le faire. Et comme ça a été expliqué, non, ça ne se fait pas. Le ferroutage, on en est loin, pour les marchandises. Mais nous, on pensait aussi sur la Haute-Savoie, simplement les liaisons plus faciles, plus adaptées, entre Annecy, Aix-les-Bains ou Annecy-Lyon. Donc tout ça, c'est des reports modaux qu'il faudrait envisager, et qui sont envisagés et qui devraient être faits. Alors qu'est-ce que va dire le Conseil d'État par rapport à tout ça? On ne sait pas. Mais on est donc, les Amis de la Terre Savoie et Haute-Savoie, bien sûr, en lien surtout avec votre problématique de la Maurienne et du Lyon-Turin, évidemment. Donc il y a le fonds pour l'intermodalité, il y a le problème du Lyon-Turin, il y a le problème en tout cas général de la pollution. Et donc on intervient par exemple le 26, là, les Amis de la Terre et d'autres, sur Chambéry, par rapport à l'aéroport par exemple. Voilà, ça peut paraître un peu anecdotique, mais on a ça. Alors peut-être maintenant, Annie, est-ce que tu pourrais justement nous dire le rôle de Vivre et Agir en Maurienne depuis maintenant 20 ans dans ce combat pour améliorer la pollution, pour améliorer, la santé en fait de nos concitoyens? Voilà, alors, je ressortirai une maxime qui date de plusieurs entendus. C'est au contraire une autre politique en faveur de la route qui a toujours été menée. Le seul investissement intéressant a été celui de 1 milliard d'euros fait à la suite de la catastrophe du Mont Blanc sur la voie ferrée pour la mettre au gabarit international. Mais comme les mesures politiques d'accompagnement pour le report modal
n'ont pas suivi, eh bien, en fait, rien ne s'est passé et on a assisté année après année à une diminution du transport des marchandises sur le rail. Il y a eu ce fameux fonds pour le report intermodal, et donc, comme ça vient d'être expliqué, ce fonds, au lieu d'investir pour le report modal, n'a fait qu'investir pour la route, et donc, inévitablement, on investit sur la route, donc tout passe sur la route. Alors, ce qui s'était passé aussi avant, donc c'était cette fameuse l'enquête publique sur la galerie de sécurité, entre guillemets, du tunnel routier du Fréjus. Donc, galerie très large, plus de 2 mètres de large, que rien ne pouvait justifier, sauf une autre destination que celle d'être une galerie de sécurité. Et donc, en 2007, au moment de l'enquête publique, tout le monde avait bien compris que cette fameuse galerie serait en fait un couloir de circulation. Et donc, il y a eu près de 1000 avis défavorables déposés à l'enquête publique contre un seul avis favorable. Et sans surprise, le commissaire enquêteur a donné un avis favorable en recommandant même d'en faire une galerie de circulation parce que ce serait plus sécure. Voilà. Donc en 2008 est sorti l'arrêté d'utilité publique que nous avons contesté au tribunal administratif. Le tribunal administratif nous a demandé de prouver que cette galerie serait une galerie de circulation, ce qu'on ne pouvait pas faire, sauf à dire que sa largeur ne se justifiait par aucun argument raisonnable, et ça ne pouvait servir qu'à faire circuler des camions. Et malgré tout, nous avons été déboutés, et donc en mars 2012, nous avons été déboutés définitivement. Et quelques mois après, donc en décembre de la même année, il a été déclaré que la destination de cette galerie serait finalement de faire circuler des véhicules. Voilà. Donc, et c'est ainsi, année après année, donc on a expliqué l'épisode du FD Pidma, qui lui aussi, au lieu de servir au report modal, ne sert que le transport par la route. Et ces fameux 200 millions qui ont été reportés jusqu'à aujourd'hui pour la route auraient pu, si on avait investi sur le rail, sur la ligne actuelle, en protection phonique, en aide aux transporteurs routiers pour adapter leur matériel en vue du transport modal, ces 200 millions auraient permis de faire passer aujourd'hui 70% des marchandises qui passent actuellement et sur la vallée de la Maurienne et sur la vallée de l'Arve. C'est-à-dire qu'on aurait aujourd'hui la solution qui pourrait satisfaire tout le monde et éviter toute cette pollution et les reports de circulation d'une vallée sur l'autre en fonction des événements. Voilà, donc il n'est pas trop tard pour récupérer cet argent, pour faire cet investissement qui finalement est infiniment moins cher que tout ce qu'on investit pour le Lyon-Turin, beaucoup moins dommageable, qui pourrait faire travailler aussi les entreprises locales et qui serait la solution finalement permettant de satisfaire nos deux vallées. Voilà, donc je laisse la parole à Philippe pour expliquer comment au niveau juridique nous comptons faire pour aboutir à ce que nous souhaitons. Alors c'est vrai que donc, en août 2008, lorsqu'on fait là j'ai le dossier de requête devant le tribunal administratif, et lorsqu'on est débouté justement malgré tout dans notre combat, en fait on s'est senti très seul. Alors très seul, on va dire, pas d'un point de vue associatif, parce que là j'ai les listes de toutes les associations, donc il y a la Frappna Savoie, il y a même la FNOT qui était avec nous, la RSMB qui était avec nous, donc il y a quand même un certain nombre
d'associations qui avaient pris à bras-le-corps cette position contre le doublement routier du Fréjus, alors que quelques élus, seulement quelques élus, le maire d'Orel, le maire d'Albier-le-Jeune, la communauté de communes de Saint-Michel-de-Maurienne à l'époque nous ont aidés et nous ont même en partie financé le recours devant le tribunal administratif qui a coûté quand même 7 000 €. C'est pas une paille pour l'époque pour l'association. Heureusement qu'on a eu un appel aux dons et qui nous a permis de financer ce recours. Pourtant, la majorité en fait des élus de la vallée et d'ailleurs en fait suivaient le mensonge d'État, parce que je crois que c'est quand même ça. Il y a bien un mensonge d'État et j'en ai la preuve. Hein. Par exemple ici, j'ai un article du Dauphiné Libéré qui date du 10 juillet 2009 où on voit Dominique Bussereau visiter donc les locaux de la SFTRF au tunnel routier du Fréjus. Et qu'est-ce qu'il dit? Donc Dominique Bussereau confirme que c'est une galerie de sécurité et rien d'autre. Pas question d'en faire un deuxième tube de circulation. Nous sommes en 2009. Voilà. Donc en fait, ça veut dire que la majorité... Ça veut dire que Dominique Bussereau était le secrétaire d'État chargé des transports à l'époque. Oui, pardon, oui. C'est tout à fait ça. En fait, lorsqu'un ministre ou un secrétaire d'État, et alors c'est pas le seul hein, dans des transports qui est venu ici en Maurienne, il y a eu Perben, il y a eu de Robien, Guessot et compagnie. Tous ces gens-là, en fait, disent à peu près toujours les mêmes choses, et finalement, au résultat, on obtient toujours la même politique vis-à-vis des transports routiers. Donc il s'agit d'un mensonge d'État, et moi je trouve quand même que c'est quand même assez scandaleux de continuer encore avec le fonds pour l'intermodalité de cette même politique des transports routiers, alors que je vois par exemple juste en dessous du tunnel routier du Fréjus, qu'est-ce qu'il y a? Un collège de 420 élèves qui en fait respirent sans arrêt les émanations, les pollutions dues au transport routier, et pire que ça, c'est-à-dire qu'en fait, on a investi 400 millions d'euros pour doubler le tunnel routier 400 millions d'euros, soi-disant, hein, parce que c'est marqué là en 2009, mais aujourd'hui on sait que ça a coûté 670 millions d'euros pour doubler ce tunnel routier du Fréjus, et pendant ce temps-là, le collège juste en dessous, dans les couloirs du collège, il fait 0 degré. Les femmes de ménage ne peuvent plus faire le ménage parce que l'eau gèle sur les sols, et là, il n'y a pas d'argent pour isoler des bâtiments, etc. Donc ça veut dire que nous... En tant qu'association, nous allons dire que nous perdons du temps véritablement, depuis 20 ans, nous perdons du temps sur le report des marchandises sur le rail, sur l'amélioration de la qualité de l'air et bien sûr sur la santé des populations de nos vallées. Donc nous avons décidé de faire une action nouvelle en justice et d'attaquer véritablement, alors on verra sur les modalités soit au tribunal administratif, soit au Conseil d'État, eh bien la SFTRF et l'État, pour manquement véritablement d'abord à la santé publique, mais également et surtout pour mensonge, parce qu'il y a un détournement véritablement de la finalité, du but de cette galerie de sécurité vers une galerie de circulation. Voilà. Daniel, je te laisse... Je voudrais juste rajouter un petit mot, c'est que quand on regarde les résultats d'Atmo, on a l'impression qu'en Maurienne tout se passe bien, que la qualité de l'air est bonne, et donc à la suite de l'incendie du tunnel du Mont-Blanc, on avait obtenu de l'argent par une association privée pour faire une étude sur la qualité de l'air en Maurienne, qui a été réalisée par un organisme indépendant. C'était Ecoscience, un organisme suisse. Et l'organisme a montré que le capteur d'air qui est placé sur Saint-Jean et qui donne finalement la hauteur de la pollution pour toute la vallée, eh bien ce capteur est placé à l'embranchement avec une vallée adjacente qui est la vallée de l'Arvan. Et donc l'air pur de la vallée de l'Arvan vient arroser sur ce capteur, et du coup on a une qualité de l'air qui est remarquablement bonne. Voilà. Et par contre, ce qu'avait montré l'organisme suisse, c'est que si on faisait des mesures à d'autres endroits de la vallée, eh bien le niveau de pollution suivait exactement le nombre de camions qui passaient en Maurienne et qui était à l'époque extrêmement important. Voilà. Donc c'est pour dire que on ne peut pas se fier
aux mesures d'Atmo pour avoir une idée de la qualité de l'air en Maurienne, à telle enseigne que du jour au lendemain, le nombre de camions en Maurienne avait doublé. Or, ni le capteur de Chamonix, ni le capteur de Maurienne n'avaient vu la différence, ce qui signifie bien que ce capteur n'a aucune valeur pour connaître la qualité de l'air dans l'ensemble de la vallée. Daniel, je te laisse conclure. Oui, il m'appartient de conclure. Je vais essayer de faire ça rapidement. Peut-être d'abord, par rapport à ce que tu viens de dire, Philippe, finalement, la procédure que vous envisagez de faire, elle était induite par les conclusions du préfet devant le tribunal administratif de Grenoble en 2008, puisqu'ils avaient déclaré par écrit « Si par pure hypothèse, les supputations des requérants trouvaient à se matérialiser, à savoir ouverture à la circulation de la galerie, votre tribunal peut alors être saisi de conclusion en annulation de la décision procédant au changement de destination de la galerie de sécurité en voie de circulation autorisée générale. » Donc le préfet, non seulement annonçait il n'y a rien à voir dans cette affaire, mais disait que par pure hypothèse, on pourrait ressaisir. Donc finalement, vous vous inscrivez finalement dans la directive donnée par monsieur le préfet en 2008. Moi, je vais peut-être recentrer un petit peu sur le FDPITMA, le Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin, en commençant par quelque chose d'assez étonnant, c'est que, en fait, ce fonds, depuis 2012, transfère effectivement une vingtaine de millions d'euros par an au tunnel routier du Fréjus sous la forme de subventions, que ce document date du 20 juin 2012, que c'est la convention tripartite de subvention, ce qui pose déjà une première question, et que on est quand même très surpris de voir que c'est un document confidentiel alors qu'on parle d'argent public. Je rappelle quand même que le droit fondamental de notre République, c'est que les affaires publiques sont publiques et ne sont pas confidentielles, sauf quand on veut cacher des situations. Donc, je voudrais revenir un tout petit peu sur l'histoire de cette affaire, parce que aujourd'hui, visiblement, il y a, comme vous le disiez tout à l'heure, beaucoup d'émotions. Il y a de l'émotion là dans la vallée de l'Arve. Tout à fait. François-Xavier Lafin le disait tout à l'heure, en vallée de la Maurienne, où il y a un petit peu d'émotion sur ce doublement, ce changement de destination, peu sur le FDPITMA d'ailleurs. Alors il faut revenir un tout petit peu en arrière. En 2000, donc le fonds a été créé en 2002. De 2002 à 2012, il n'y a eu aucune activité. Toutefois, en 2010, j'ai sous les yeux la proposition de loi enregistrée le 19 octobre 2010, proposition de loi portée par Michel Bouvard, qui visait à dissoudre le Fonds pour le développement d'une politique intermodale dans le cadre de la simplification et donc de supprimer des textes les établissements publics devenus inutiles. Et il écrivait: le Fonds pour le développement de l'intermodalité dans les transports a été créé par la loi 2002-3 du 3 janvier 2002 et son organisation, ses missions ont été précisées par le décret du 5 avril 2002. Ce fonds n'a manifestement jamais fonctionné. Il opère une débudgétisation et aucune ressource ne lui est attribuée. Il est donc proposé la suppression de ce fonds pour le développement de l'intermodalité des transports. Vous voyez, c'est pas récent, c'est en 2010, donc M. Bouvard connaît ça parfaitement, sans aucun problème. En 2012, donc, la convention est signée, et j'ai découvert, je vous ai dit que j'étais à l'origine de la première procédure dans cette affaire. J'ai donc découvert qu'il y avait, depuis le début, une vraie connaissance des questions de ce fonds pour le développement d'une politique intermodale, puisque M. Bouvard était à l'époque président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, et il disait qu'effectivement, il est peut-être un peu prématuré d'agir sur les fonds, puisque la question que posait le rapporteur spécial, c'était attention de ne pas multiplier le millefeuille et des embauches pour des fonds qui deviennent indépendants et qui en fait ont des ressources, mais finalement pour embaucher du monde, pour faire ce que les autres services de l'État font. Et donc, M. Bouvard disait déjà en 2002 que non, il fallait
peut-être un petit peu attendre de voir tout ça. Ensuite de ça, donc aujourd'hui, on a beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, à la fois sur le fait que la galerie de sécurité est ouverte à la circulation. Alors moi, je m'étonne un petit peu, parce que, en fait, je vous ai amené ici un document, c'est le communiqué de presse que l'on a rédigé nous-mêmes le 11 décembre 2012, qui a été envoyé à la presse, et il y avait un sous-titre « Qu'ont fait les ministres lors du sommet du 3 décembre 2012 ? Ils ont décidé d'ouvrir à la circulation le deuxième tube du Fréjus en violation des déclarations faites lors de l'enquête publique. » C'est assez clair, en fait. Donc, je pense que tout le monde a eu ce communiqué, mais peut-être pas. Peut-être pas, mais en tous les cas, nous, le 11 décembre 2012, nous avons déjà indiqué qu'il y avait une violation des déclarations faites à l'enquête d'utilité publique. Alors, aujourd'hui, les élus s'émeuvent, et ça me paraît tout à fait normal, mais les nouveaux élus ne connaissaient pas cette situation, en tous les cas, ils n'avaient pas accès à ces informations, mais j'ai repris le rapport du tunnel routier du Fréjus, puisque j'ai lu dans une déclaration que les élus auraient été trompés par la société du tunnel routier du Fréjus. Alors déjà, il faut savoir que la société du tunnel routier du Fréjus est une société qui appartient à 99,94% à l'État et le reste aux collectivités territoriales. Donc, c'est pas une société privée, voilà, comme on pourrait l'imaginer dans cette... Et donc, j'ai sorti le rapport de l'exercice de l'année 2012. Sur la première page, donc il y a la page de présentation, etc. Et donc c'est la page 6, mais c'est après le mot du président, le mot du directeur général. Voilà ce qui est écrit: la galerie de sécurité circulable. Vous voyez, c'est un titre. 2012. Alors là, on est en 2013. Lors du sommet franco-italien du 3 décembre 2012, la France et l'Italie ont décidé, donc, la galerie de sécurité du tunnel du Fréjus en cours de construction sera ouverte à la circulation. Alors, vous allez vous dire, bon, bah d'accord, oui, mais tout le monde ne va pas lire le rapport d'exercice du tunnel routier du Fréjus. Alors, je suis allé voir qui était au conseil d'administration. Alors, il y a le représentant du département de la Savoie. Il y a le représentant du département du Rhône et de l'Isère, la ville de Chambéry qui est représentée et la ville de Modane qui est représentée, et le Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin. Donc je veux bien qu'on m'explique que l'on s'émeuve aujourd'hui, mais les personnes qui étaient présentes comme administrateurs du tunnel routier du Fréjus avaient largement l'occasion de pouvoir informer les autres maires des communes de la Maurienne de ce qui était écrit, à savoir que la galerie de circulation serait ouverte à la circulation. Je dis ça parce que quand on s'émeut, il est bien d'agir. C'est ce que j'ai entendu dire tout à l'heure. Voilà, il faut agir. Et de fait, l'émotion, en un mot et en deux mots finalement, avec l'apostrophe et au pluriel, font que c'est très intéressant, mais que ça n'aboutit pas. Et que l'action judiciaire que vous avez engagée ou celle que vous envisagez d'engager sont plus pertinentes. Alors, oui, cette affaire du FD-Pitma pose un problème. Là, j'ai vu hier ou avant-hier qu'il y avait une déclaration de la députée de la Savoie qui expliquait qu'elle avait écrit au président, le maire de Chambéry, un adversaire politique, parce que le maire de Chambéry est en fait le président des deux tunnels, routier du Mont-Blanc et routier du Fréjus, et donc il fait passer les bénéfices, au titre de la Convention, les bénéfices de la pollution routière de la vallée de l'Arve pour financer le doublement du tunnel routier de la vallée de la Maurienne. Et donc, bon, Madame Bonivard, la députée de Savoie, s'émeut, mais très franchement, j'ai regardé, puisqu'elle a publié un petit peu les questions qu'elle a posées, etc. J'ai effectivement vu, et je ne fais secret à personne de mes actions contre un projet qui s'appelle le Lyon-Turin. Mais alors, j'ai vu beaucoup de choses sur le Lyon-Turin dans son compte-rendu de mandat. J'ai rien vu sur le doublement du Fréjus en 5 ans.
Donc je suis désolé, mais c'est dommage d'avoir perdu cette occasion-là. Et donc voilà, je voulais dire ça. Alors cette affaire du FD Pitma est un véritable scandale d'État. Ça, c'est une certitude à mon sens, en tous les cas. Premièrement parce qu'on fait des fausses déclarations à la population. Et donc, on instaure un climat de défiance de la population envers toutes les actions de consultation de la population, de concertation, parce que les gens disent clairement, de toute façon, que l'on parle ou qu'on ne parle pas, ça ne sert à rien. On nous demande un avis dans une enquête d'utilité publique en disant c'est juste pour la sécurité. Jamais on fera passer des camions là-dedans, les ministres le disent, etc. Finalement, par derrière, on va le faire. Et donc, il y a un vrai scandale d'État parce que ça dévalorise la parole publique. La deuxième chose, c'est que c'est une violation de l'objet même du Fonds pour le développement d'une politique intermodale qui n'a que 3 objets. Très clairement, et je l'ai dit en Vallée de l'Arve, il ne peut que ou financer des infrastructures des différents modes de transport, ou bien financer des exploitations intermodales, donc qui en ont au moins 2 modalités de transport, hein, on est bien d'accord, et troisièmement, prendre des participations dans les sociétés ou qui construisent des infrastructures de transport, ou bien qui exploitent des services intermodaux. Pendant les 10 dernières années, le Fonds pour le développement d'une politique intermodale n'a financé que la route pour la route, pas 1 centime n'est allé autre part. Tout le monde le sait, que ce soit ici, que ce soit en Vallée de l'Arve, tout le monde, quand je dis tous les acteurs historiques, politiques, institutionnels, préfectoraux, services de l'État, le savent depuis 10 ans maintenant, et 200 millions ont été détournés de l'objet qui est fixé par le Code des transports, à l'article R1512-3, et donc c'était un véritable scandale, là encore, pour cette raison. Un véritable scandale parce que l'on viole ce qui a été annoncé dans la déclaration d'utilité publique sans annuler la déclaration d'utilité publique. C'est-à-dire que le gouvernement, les ministres avaient la capacité de dire il y a une enquête d'utilité publique, on annule l'utilité publique qui a été présentée à la population et nous refaisons une enquête d'utilité publique. Non, ce que l'on fait, c'est que l'on fait construire sur la base d'un mensonge éhonté une galerie de sécurité en prônant la sécurité et uniquement la circulation des véhicules de sécurité, et finalement on l'ouvre à la circulation sans même repasser par une nouvelle déclaration d'utilité publique, sans consultation de la population. Et là, à mon sens, il y a une violation de l'article 7 de la Charte de l'environnement, puisque toute décision ayant une incidence sur l'environnement, ce qui est le cas à l'évidence, doit être soumise à la consultation du public. C'est une violation de l'utilisation des fonds publics, puisque cet argent public qui provient du tunnel routier du Mont Blanc, 20 millions d'euros, qui sont distribués sous forme de dividendes au FD Pitma, pour être redistribués sous forme de subvention, non pas d'apport en capital, ni d'apport en compte courant, mais sous forme de subvention. Donc nous avons un État français aujourd'hui qui, depuis 2012, subventionne la pollution routière de la vallée de la Maurienne par les bénéfices qu'il tire de la pollution routière en vallée de l'Arve, et c'est un véritable scandale. Donc, la seule chose qu'a fait ce fonds, et qu'ont fait des acteurs de ce fonds, auxquels, d'ailleurs, siègent également des représentants du Conseil régional, des représentants du Conseil départemental, on peut le voir dans le Code des transports, puisque c'est le Code des transports qui définit la composition du Conseil d'administration de ce fonds pour le développement. Donc, et d'ailleurs, on retrouve les mêmes acteurs, pour certains, dans le Conseil d'administration du Fonds pour le développement de la politique intermodale et dans le Conseil d'administration du tunnel routier du Fréjus. Et donc, là encore, c'est un véritable scandale parce que l'on utilise un fonds prétendument destiné à réduire la pollution par son action en faveur de l'intermodalité, finalement pour financer le modèle routier, la pollution routière et la pollution de la vallée de la Maurienne. Et en dernier lieu, c'est un véritable scandale d'État parce que dans
la situation actuelle, où la parole de l'État est parfaitement dévalorisée aux yeux des citoyens. On assiste là à une véritable dégradation de la parole publique aux yeux de tous les citoyens. Et donc je pense qu'il était vraiment important de dire ça. On l'avait dit en 2017, où j'avais été invité par l'association ARSMB à venir parler à Madame la ministre des Transports à l'époque, Elisabeth Borne, qui était avec Nicolas Hulot à Chamonix en septembre 2017. Et je lui avais dit, Madame, on est en 2017, faites une chose, faites respecter l'objet du Fonds pour le développement d'une politique intermodale, arrêtez de financer le tunnel routier du Fréjus par les bénéfices du tunnel du Mont Blanc. Et elle m'avait répondu, l'État joue son rôle d'actionnaire, ce qui est faux, puisque il joue son rôle d'actionnaire quand il prélève un dividende, c'est effectivement le rôle d'un actionnaire de pouvoir bénéficier, mais il ne joue pas son rôle d'actionnaire du tunnel routier du Fréjus lorsqu'il le subventionne. D'accord ? Et donc, finalement, on s'aperçoit que toute cette question du financement par le FDPITMA, qui est lié au doublement du tunnel routier du Fréjus, puisque finalement les 200 millions qui ont été versés ont bien été versés et permettent de financer les travaux de ce tunnel. On est à 200 millions pour un tunnel qui aura coûté plus de 650 millions. Par conséquent, ces 200 millions représentent le tiers de l'investissement. Et donc, on a financé par la pollution routière le tiers d'un investissement permettant la pollution routière également. Alors, aucun procès d'intention aux nouveaux élus qui ne connaissaient pas cette situation, mais clairement l'histoire est importante. Il faut que les personnes qui savaient nous expliquent pourquoi ils n'ont rien fait pendant 10 ans. Je pense que c'est une nécessité parce qu'ils représentent leurs concitoyens, que ce soit dans les conseils d'administration du Fonds pour le développement de l'intermodalité, que ce soit dans le conseil d'administration du tunnel routier du Fréjus, qui n'est pas une société avec des capitaux privés, mais uniquement avec des capitaux publics, et ça me paraît une nécessité. Et donc, moi j'appelle l'ensemble des élus, avec les associations, avec les personnes qui depuis le début se bagarrent contre cette violation manifeste, à la fois des déclarations, à la fois des textes de loi, à réclamer le remboursement des 200 millions d'euros et que ces 200 millions d'euros soient affectés effectivement à l'intermodalité, à savoir au financement d'une plateforme à Ambronay comme la SNCF a reconnu qu'elle était possible, au financement des quelques installations qui sont nécessaires, au financement d'achat de matériel pour des motrices, de formation des mécanos pour pouvoir faire rouler des trains d'intermodalité et pour que ces trains de marchandises puissent enfin rouler entre Ambronay et l'Italie sur la voie existante, puisque là encore, la parole publique en 2004 a été de dire « Nous rénovons la ligne ferroviaire existante entre 2002 et 2012, nous agrandissons le gabarit du tunnel existant, etc., pour améliorer la sécurité et pour pouvoir prendre en charge les marchandises de 80% du parc routier. » Donc, comme vous le savez, à chaque fois que je m'exprime, je suis très attaché à avoir les documents. Tous les documents sont ici. Et je voulais simplement dire que, au-delà de l'émotion, à savoir dire nous sommes émus parce que nous apprenons 10 ans après que le tunnel va être ouvert à la circulation, nous avons engagé avec plusieurs élus une démarche auprès de la ministre de l'Environnement, parce que ça c'est un acte. Et nous lui avons écrit, je parle sous votre contrôle, Monsieur Robin, nous lui avons écrit en décembre 2021 pour lui dire, Madame la ministre, cette situation d'ouverture de la galerie de circulation en décembre 2021 est inconcevable, inexplicable, et en tous les cas, elle méconnaît l'autorité de la chose jugée et elle méconnaît le Code des transports. Comme nous avons adressé ce courrier en décembre 2021, fin février 2022, nous sommes en mesure d'attaquer le refus